Bonjour, cette vidéo est consacrée à la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes en tant qu'outil de contrôle de gestion. Alors, pour introduire ce cours, il faut rappeler que les charges fixes, dites aussi charges de structure, restent stables même si l'activité varie. Deux méthodes de traitement de charges fixes. La première, la méthode du coût réel, imputation de la totalité des charges fixes, quel que soit le niveau d'activité. Quel que soit le niveau d'activité, durant un mois, l'entreprise doit payer le loyer à la fin du mois. Pas question, même s'il ne travaille aucun jour. Donc, les charges et la méthode du calcul du coût réel intègre la totalité des charges. C'est abstraction faite du niveau d'activité. Toutefois, cette méthode présente des limites, notamment en situation de sous-activité, de saisonnalité de l'activité comme le secteur touristique, et en situation de charges fixes importantes. La méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes a été mise au point par l'américain Gant vers 1915 et est une technique de calcul du coût qui se distingue par l'imputation des frais fixes proportionnellement à l'activité. Et cette méthode est, comme nous allons le voir, pertinente en situation de sous-activité. L'objet de ce cours est de mettre en évidence l'apport et les limites de la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes. Pour cela, nous avons adopté un plan structuré en 4 points. Premier, les limites de la méthode de l'imputation des charges fixes indépendamment de l'activité, c'est la méthode du coût réel. Deuxième point, principe de la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes. Troisième, intérêt de la méthode. Et le quatrième, les limites de la méthode. Bien. Alors, les limites de la méthode du coût réel viennent du fait qu'elle traite les charges fixes indépendamment des niveaux d'activité. Cette méthode inclut dans le calcul du coût, en plus de charges variables, la totalité des charges fixes, quel que soit le niveau d'activité. De ce fait, la méthode du coût réel a une incidence sur le coût unitaire des produits et services fabriqués qu'il convient de mettre en œuvre. Deuxième point, incidence de la variation de l'activité sur le coût unitaire. Alors, prenons l'exemple d'une entreprise qui fabrique des tapis. Le coût variable unitaire d'un tapis est de 20 dirhams, alors que les charges fixes sont de 5000 dirhams. Calculer le coût réel total et unitaire d'un tapis si on suppose que les niveaux de fabrication de janvier, février et mars sont respectivement de 600, 1500 et 1800 unités. Alors, le tableau que vous voyez, en janvier, le coût total, le coût de production total est égal à 600 fois 20, 600 la production et 20 le coût variable unitaire, plus la totalité des charges fixes, ça donne 17 000. Coût de production unitaire, c'est le coût 17 000 divisé par 600 égale 28,33. Et le coût fixe unitaire est de 8,3, bien sûr, puisque le coût variable unitaire est de 20 et le coût fixe unitaire est de 8,33. Donc, le coût fixe unitaire, le coût unitaire, production unitaire, qui est variable et fixe, est de 28,33. Pour le mois de février, nous avons 1500 fois 20 plus 5000 égale 35 000. Coût de production unitaire 23,33, coût fixe unitaire 3,33. Pour le mois de mars, nous avons la 1800 multiplié par 20 plus 5000 égale 41 000. Et le coût de production unitaire est de 22,77 et le coût fixe unitaire est de 2,77. On voit que le coût de production unitaire est variable en raison de la variabilité du coût fixe unitaire, du fait de l'influence des niveaux d'activité sur le coût de revient.
il diminue avec l'augmentation de la quantité produite et inversement. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'économie d'échelle. Donc, la limite principale de la méthode du coût réel d'imputation des charges fixes est le fait d'aboutir à un coût de production unitaire variable qui varie d'une période à l'autre. Et dans ces conditions, le gestionnaire ne peut pratiquer un prix de vente qui varie avec le niveau d'activité pour éviter les problèmes commercial, notamment en situation de concurrence. Donc, la variabilité du coût de production unitaire due à la variabilité du coût fixe unitaire pose problème pour le gestionnaire. La solution, la dernière ligne de cette page, la solution consiste à rendre fixe le coût variable, le coût fixe unitaire. Rendre fixe le coût fixe unitaire. Parce que le coût variable total est variable et le coût variable unitaire est fixe. Inversement, le montant des charges fixes totales est fixe et le coût fixe unitaire est variable. Et puisque le problème dans ce cas-là vient de la variabilité du coût fixe unitaire, pour régler ce problème, il faut fixer le coût fixe unitaire. Maintenant, on voit qu'il varie de 8,33, 3,33, 2,77. Cette variabilité entraîne ou elle est à l'origine de la variation du coût de production unitaire. Et ça pose problème. Et donc, la solution à ce problème, c'est de fixer le coût fixe unitaire. C'est l'objet de la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes. Donc, deuxième point, la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes. Donc, son objectif est de fixer le coût fixe unitaire. La question qui se pose, comment la méthode de l'imputation rationnelle fixe le coût unitaire et partant le coût de production unitaire. Il fixe le coût fixe unitaire et partant le coût de production unitaire. Contexte et hypothèse. Le contexte de la méthode est celui de la sous-activité et des charges fixes importante. L'hypothèse, c'est la constance des structures et des prix durant la période de calcul du coût. C'est-à-dire que si la période de calcul du coût est le mois, on suppose que durant ce mois, les structures ne changent pas et les prix restent fixes. Principe et démarche de la méthode. Principe, imputer les charges fixes proportionnellement à l'activité. Rendre variables les charges fixes. Rendre variables les charges fixes au niveau global et rendre les charges fixes unitaires variables. Bien, la démarche à suivre consiste à définir une activité normale de l'entreprise. Une activité normale, c'est le niveau d'activité constaté pendant une période dite de référence dans des conditions jugées normales d'exploitation compte tenu de la capacité de production existante. C'est en quelque sorte, et d'une manière caricaturelle, l'activité normale serait assimilée à l'activité moyenne, pour faire simple. Ensuite, on calcule un coefficient d'imputation rationnel qui est égal à activité réelle sur activité normale multiplié par 100. Activité réelle sur activité normale multiplié par 100. Et dans l'exemple précédent, si l'activité normale est de 1500, le coefficient d'imputation rationnelle pour le mois de janvier est égal à 600 divisé par 1500 multiplié par 100, ça fait 40%. C'est le coefficient d'imputation rationnelle des charges fixes. Quand l'imputation rationnelle est pratiquée sur les charges fixes des centres d'analyse, le coefficient d'imputation rationnelle est nombre d'unités d'œuvre réelles des centres sur nombre d'unités d'œuvre normales des centres. Il s'agit donc du nombre d'unités d'œuvre des centres d'analyse.
Bien. L'étape suivante, c'est le calcul des montants des charges fixes imputées, F'. Alors, F' égale F, le montant de charges fixes réelles, multiplié par le coefficient d'imputation rationnel. Dans l'exemple du mois de janvier, F' égale 5000,04 égale à 2000. Voilà le montant des charges fixes imputées. Calculer un coût de revient réel qui inclut la totalité des charges fixes. Et dans ce cas-là, coût réel égale charge variable plus charge fixe. Et pour janvier, le coût réel serait de 12 000 plus 5 000 égale à 17 000. Calculer le coût d'imputation rationnelle qui inclut les charges fixes imputées. C'est le coût d'imputation rationnelle égale charge variable plus les charges fixes imputées. Et pour le mois de janvier, c'est 12 000 plus 2 000 égale à 14 000. Donc, enfin, les étapes suivies pour déterminer le coût fixe unitaire, c'est-à-dire pour faire en sorte que la méthode de l'imputation rationnelle aboutisse à son objectif. La dernière méthode, c'est le calcul, la différence de l'imputation entre le coût réel et le coût normal. Et la différence, c'est écrit en rouge, différence d'imputation égale coût réel moins coût d'imputation rationnelle égale V plus F moins V plus F' est égal, donc F moins F', montant des charges fixes réelles, moins le montant des charges fixes imputées, égale 5000, moins 2000, égale à 3000. Donc, voilà les étapes de la démarche adoptée par la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes. Alors, pour bien illustrer ça, on va passer à une application. Alors, reprenez l'exemple précédent et supposons que l'activité normale est de 1500 tapis par mois. Pour calculer pour chaque niveau d'activité le coût réel, le coefficient d'imputation rationnelle, le montant des charges fixes imputées, le coût d'imputation rationnelle, le coût unitaire normal et réel, et la différence d'imputation, et puis interpréter cette différence. La solution, donc, on commence par calculer ou déterminer une activité normale. C'est une donnée, c'est 1500, donc on passe au reste du travail à faire. Alors, pour le mois de janvier, nous avons la quantité produite 600, coût variable unitaire 200, donc 600 fois 200, ça fait 1200, charge fixe 7000, 5000, coût réel 17 000, 5000 plus 12 000. Coefficient d'imputation rationnelle, c'est 600 divisé par 1500. Activité réelle sur activité normale égale 0,4. Charge fixe imputée égale 2000. Coût total d'imputation rationnelle égale 14 000, c'est-à-dire 2000 plus 12 000. Le coût réel unitaire, 28,33. Et le coût unitaire d'imputation rationnelle égale 23,33. Et puis, la différence d'imputation est de 3000. Différence d'imputation, c'est 17 000 le coût réel, moins le coût d'imputation rationnelle 14 000 égale à 3000. Pour le mois de février, c'est le mois de l'activité normale, c'est-à-dire que durant ce mois, nous avons travaillé comme on le fait normalement. Par conséquent, le coût d'imputation rationnelle serait égal sur toute la ligne au coût réel. Alors, le mois de février, 1500, coût variable unitaire 20, coût fixe unitaire 5000, coût réel 35 000, le coût d'imputation, coefficient d'imputation rationnelle 1, charge fixe imputée 5000, le coût total d'imputation rationnelle 35 000, coût réel unitaire 23,33 et le coût unitaire d'imputation rationnelle égal au coût réel 23,33. La différence est nulle. Pour le mois de mars, qui est un mois de suractivité, vous avez la quantité produite 1800, le coût variable unitaire 20, coût fixe unitaire 5000, et donc le coût d'imputation rationnelle
c'est 36 000 plus 5 000, ça fait 41 000. Coefficient d'imputation 1,2. Montant des charges fixes imputées suivant la méthode de l'imputation rationnelle 6 000. Alors 6 000, il ne faut pas croire que l'entreprise va payer 6 000. Non, 6 000, c'est ce que devrait nécessiter la production de 1800. Et la méthode d'imputation rationnelle ne modifie pas le montant des charges à payer aux ayants droit. Ne modifie pas, par exemple, le loyer. Non, le loyer, il est fixe. Ici, supposons que 5 000, le montant de charge fixe, c'est du loyer. Il va payer le loyer, pas question. Mais l'intérêt de 6 000, c'est un intérêt pour les gestionnaires. Donc, coût total d'imputation rationnelle, 42 000. Coût réel unitaire, 22,77. Coût unitaire d'imputation rationnelle, 23,33. Et la différence d'imputation rationnelle est de 1000. On voit donc que la méthode d'imputation rationnelle fixe le coût unitaire à 23,33. Voilà l'objectif de la méthode de l'imputation rationnelle. C'est de fixer le coût de production unitaire. Le coût de production unitaire qui intègre aussi bien les charges fixes que les charges variables. Ce qui donne une plus grande visibilité pour le gestionnaire pour, par exemple, pouvoir mieux fixer le prix de vente. Mais il y a d'autres intérêts à cette méthode. Maintenant, on nous demande d'interpréter la différence de l'imputation rationnelle. Donc, la différence d'imputation rationnelle constitue un coût de chômage si F est supérieur à F'. Dans l'exemple précédent, cela correspond à la situation du mois de janvier, 5 000 supérieur à 2 000. Donc, il y a un coût de chômage de 3 000. Alors, qu'est-ce que ça veut dire coût de chômage? Ça veut dire que, puisque l'entreprise n'a travaillé que 40% de son potentiel, de sa capacité, donc il a chômé, et le fait d'avoir chômé, ça lui a coûté un coût, ça lui fait supporter un coût de 3 000, coût de chômage. Pour le mois de février, c'est un mois normal, activité réelle, activité normale, il n'y a pas la différence est nulle. Mais pour le mois de mars, nous avons les charges fixes réelles inférieures aux charges fixes imputées, 5 000 inférieures à 6 000. La différence est de 1000 dirhams. C'est un bonnet de suractivité. Alors, que signifie ça? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la production de 1800 unités devrait, c'est le conditionnel, devrait nécessiter 5000 dirhams de charge fixe. Plutôt, devrait nécessiter 6000. Devrait nécessiter 6000. Et là, nécessité 5000. Donc, au lieu de supporter 6000, nous avons supporté 5000. La différence est 1000, c'est assimilé à un gain. C'est ce que, si vous voulez, la récompense de la suractivité. C'est un bonnet de suractivité. L'illustration graphique de la différence d'imputation. Alors, prenons l'exemple précédent, si x est l'activité réelle, les équations du coût réel y1 et du coût d'imputation rationnelle y2 peuvent s'écrire y1 égale 20 multiplié par x plus 5000, x c'est l'activité, donc droite de la forme y égale ax plus b, coût réel. La droite du coût d'imputation rationnelle y2 égale 23,33x, la forme y égale axp, égale à x, y égale à x. L'activité AN, c'est l'activité normale, AR, c'est l'activité réelle. Alors, illustration graphique de la différence d'imputation rationnelle. Alors, vous avez les coûts en ordonnée, les abscisses, l'activité. Donc, vous voyez que la droite du coût réel part de 5000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on ne travaille pas, l'activité est 0, x est 0, le montant des charges fixes à payer est de 5000. Alors que pour l'autre méthode,
du coût d'imputation rationnelle, il part de 0. De 0, pourquoi? Pas d'activité, pas de charge. Et il se rencontre au niveau de l'activité normale qui est de 1500. Alors, si l'activité réelle est inférieure à 1500, on est en situation de sous-activité, donc de coût de chômage. Inversement, quand il dépasse 1500, nous entrons dans la phase de la suractivité et nous avons un bonnet de suractivité. Les limites ou l'intérêt de la méthode. Alors, l'intérêt de la méthode, ensuite, bon, il est adopté en situation de sous-activité et des charges fixes importantes. Cette méthode aide à l'appréciation des résultats, l'évaluation des stocks et de la production immobilisée, à faire la prévision et la fixation des prix de vente. Donc, premier point, appréciation des résultats sur la base des résultats d'imputation rationnelle. Alors, dans un hôtel, la capacité mesurée en termes du nombre des chambres est de 750 unités. Le coût variable unitaire est de 300 dirhams. Les charges fixes sont de 475 000 dirhams par mois et le prix de vente de la chambre est fixé à 380 dirhams la nuit. Lors du démarrage de son activité au mois de novembre 2018, notre hôtel a fonctionné à hauteur de 25% de sa capacité, soit 750 multiplié par 300 multiplié par 0,25 égale 5625 nuits. Le travail à faire, on nous demande de calculer le coefficient d'imputation rationnelle, calculer le coût de revient et le résultat réel, calculer le coût et le résultat d'imputation rationnelle, analyser les deux résultats. Donc, le coefficient d'imputation rationnelle, c'est 5625, activité réelle, divisé par activité normale, égale 0,25. Le coût réel égale la quantité multiplié par le coût plus la totalité des charges fixes égale 2 162 500. Résultat réel égale le chiffre d'affaires, c'est la quantité 625 multiplié par 380 moins les charges fixes, ça donne moins 25 000, une perte. Alors, la méthode des coûts réels dégage une perte pour l'entreprise. Alors, le coût d'imputation rationnelle, vous avez 6 000 multiplié par 300 plus 475 000 multiplié par 0,25 égale 1 862 806 250. Le résultat d'imputation rationnelle est le chiffre d'affaires moins le coût, ça donne un résultat de 33 125. Donc, le résultat, si on adopte le résultat de la méthode de l'imputation rationnelle, ça nous donne un résultat bénéficiaire, un gain. Alors, d'abord, il faut dire que la comptabilité ou la comptabilité de la société ou le bilan de la société pour ce mois-ci, il va faire apparaître la perte. La perte, pas le gain. La perte. Mais pourquoi alors? Quel est l'intérêt de la méthode de l'imputation rationnelle? Je le répète, c'est un intérêt gestionnaire. Alors, le fait que le résultat de la méthode de l'imputation rationnelle soit un gain, cela signifie que la perte est due à la conjoncture et non à la provision. Il est dû à la conjoncture et non à la provision. C'est-à-dire que la provision est rentable, mais la conjoncture, la sous-activité, qui fait que la conjoncture est mauvaise. Voilà l'intérêt de raisonner en termes de résultats d'imputation rationnelle. Donc, c'est par rapport au résultat d'imputation rationnelle qu'on doit apprécier les performances de l'organisation et non pas en fonction du résultat de la méthode des coûts réels, bien sûr, en situation de sous-activité. En situation normale, la méthode de l'imputation rationnelle n'a pas d'intérêt. Pardon.
Deuxième étape, deuxième intérêt de la méthode, l'évaluation de la production stockée et de la production immobilisée. Alors, le Code général de normalisation comptable préconise l'évaluation des deux productions au coût d'imputation rationnelle pour éviter leur surévaluation. Alors, adopter le coût d'imputation rationnelle pour évaluer la surévaluation de la production stockée et de la production immobilisée. Cas de la production stockée, exemple, à la fin d'un exercice, les données comptables de l'entreprise Rimben sont les suivantes. Les charges fixes, 150 000. Le coût variable unitaire, 900. Le prix de vente, 1600. La production est réelle, 1000 unités. La production vendue, 700 unités. La production stockée, 300. Pas de stock initial. On nous demande de calculer le coût réel, le coefficient d'imputation rationnel, le coût d'imputation rationnelle, présenter le compte des produits et charges sans et avec imputation rationnelle, sachant que la production normale est de 2000 unités. Bien, le coût réel, 9000 multiplié par 900, la quantité produite multipliée par le coût variable unitaire, plus la totalité de charges fixes égale 1 50 000, soit 1050 le prix, le coût unitaire, 1050. Les ventes sont de 700 multiplié par 1600, ça fait 1 120 000. Le coefficient d'imputation rationnelle est de 1000 divisé par 2000, ça donne 0,5, soit 50%. Alors, et le coût d'imputation rationnelle, c'est la quantité multipliée par le coût, quantité produite multipliée par le coût, plus le montant des charges fixes imputées rationnellement égal à 975 le coût unitaire. Les ventes sont les mêmes, donc le coût réel est de 1050 et le coût d'imputation rationnelle est de 75. Et le Code général de normalisation comptable ne prescrit la valorisation de la production stockée au coût de 975 et non pas au coût unitaire de 1050. Donc, vous avez les CPC sans imputation rationnelle, le montant des charges 1 50 000, les ventes 1 120 000. Donc, la production stockée, c'est 315 000, c'est-à-dire 300 fois 1050. Et le résultat est de 395 000. Voilà ce que fait la méthode du coût réel. Mais le Code général de normalisation comptable nous dit non, il faut l'évaluer à 75, ce qui donne le deuxième CPC en bas. Vous avez le montant des charges est le même, les ventes sont les mêmes, mais la production stockée, 292 500. C'est 300 fois soit 975. Et le résultat, donc, a diminué. Le résultat a diminué. Pourquoi? Parce que le coût de chômage parce que la production stockée n'a pas tenu compte du coût de chômage. Et comme la production stockée est un produit, donc les produits ont diminué et du coup, le résultat a diminué. Cas de la production immobilisée. Là encore, le Code général de normalisation comptable recommande l'évaluation de la production immobilisée au coût d'imputation rationnelle. Alors, l'exemple, on nous demande de reprendre les données de l'exemple précédent et supposer que les 300 unités sont activées, sont immobilisées, sont mises à l'actif du bilan. Présenter le CPC sans et avec imputation rationnelle. Alors, le CPC est le même, sauf qu'à la place de la production stockée, nous avons la production immobilisée. Le résultat est le même. Et pour le CPC en bas avec imputation rationnelle, il est le même que pour la production stockée. Le montant des charges est le même, les ventes sont les mêmes.
La production est mobilisée et le résultat diffère par rapport au premier CPC. Pourquoi? L'explication est la même que tout à l'heure, c'est le montant du coût de chômage qui a disparu du côté des produits, ce qui a impliqué, ce qui a entraîné une baisse du résultat. Alors, le coût de chômage, c'est bien sûr 300 fois 1050 moins 75 égale à 22 500. Alors, interprétation pour les deux CPC. Le résultat de CPC avec imputation rationnelle a diminué de 22 500, c'est le coût de chômage, puisque la production de 300 unités est enregistrée au coût d'imputation rationnelle et non pas au coût réel, c'est-à-dire sans le coût de chômage qui est de 22 500. La quote-part des charges correspondant à la sous-activité est exclue du coût de production de la production stockée et immobilisée pour évaluer leur surévaluation. Donc, le Code général de normalisation comptable ne prescrit cette méthode d'imputation rationnelle pour éviter la surévaluation de la production stockée et de la production immobilisée. Alors, surévaluation par rapport à quoi? Donc, en effet, si l'entreprise, si on adopte la méthode du coût réel et la production stockée et la production immobilisée seraient évaluées à 1050. Alors, puisque ce coût correspond à une période exceptionnelle, une période de suractivité, elle est élevée, elle est trop élevée par rapport à la norme. Et donc, la production immobilisée et la production stockée seraient forcément surévaluées. Par rapport à quoi? Par rapport à l'existence, soit comme stock, soit comme production activée. Et ces deux éléments, production stockée et production immobilisés, sont issus qui viennent des périodes de calcul de coûts plus ou moins normales. Donc, le 1050 est un coût anormal, exceptionnel. Et si on l'adopte en tant que critère d'évaluation de la production stockée et la production immobilisée, alors ces deux productions seront sûrement surévaluées. Et la surévaluation pose un problème de gestion. Alors, si je prends la production stockée, vous aurez au niveau du stock une partie qui est surévaluée et une partie qui est évaluée au coût, je dirais, normal. Donc, ça pose un problème de gestion du stock. Alors, la quote-part des charges correspondant à la sous-activité se trouve ainsi rattachée à l'exercice dans lequel elle est constatée et reste donc à sa charge. Le coût de chômage, n'est pas intégré à la production stockée ou à la production immobilisée, non, mais reste attaché à l'exercice qui le concerne. C'est pourquoi le résultat diminue. Ensuite, fixation des prix de vente et gestion prévisionnelle. En éliminant l'impact de la variation de l'activité sur le coût unitaire, la méthode d'imputation rationnelle permet deux choses. Fixer un prix de vente, bien sûr si le coût unitaire sort de référence au prix de vente, et donc un prix de vente concurrentiel et compétitif. Bien sûr, en situation de monopole, le coût ne sert pas de base pour la fixation de prix de vente. Ainsi, je reviens à l'exemple, ainsi, si l'entreprise Rimben adopte un prix fixé à 1050, il risque de répercuter sur le client ces fluctuations conjoncturelles et d'accentuer la sous-activité. Voilà le risque, c'est d'accentuer la sous-activité par des méventes, puisque le prix est serait anormalement élevé, alors il y aura des conséquences sur l'écoulement de la production et donc ce qui risque d'accentuer encore la sous-activité et les situations de sous-emploi. Deuxième intérêt est établir les prévisions du coût.
Le coût d'imputation rationnelle est à la base de l'analyse d'écart sur les charges indirectes, la méthode du coût préétabli. Donc, quand vous avez un coût fixe, un coût de production unitaire fixe, vous pouvez faire des prévisions, vous pouvez prédire l'avenir. Et enfin, les limites de la méthode de l'imputation rationnelle du coût fixe tiennent à deux facteurs. Premier, la détermination de l'activité normale est un problème délicat. Il ne peut se faire que d'une manière très approximative. C'est pourquoi nous avons dit au départ qu'il serait, d'une manière caricaturale, assimiler la production normale à la production ou à l'activité normale à l'activité moyenne. Et ça, c'est une... Donc, pourquoi? Parce qu'il est très difficile de déterminer avec exactitude l'activité normale qui sert de pilier pour la méthode. Voilà, donc ça constitue une limite. Deuxième limite, c'est l'hypothèse de la constance de la structure et surtout des prix qui ne vérifie qu'à très court terme. Je fais allusion au prix de l'énergie qui varie d'un jour à l'autre. Et puis, l'éventualité d'un changement de structure n'est pas à écarter. Je donne l'exemple des structures. Des structures, vous avez trois locaux dans une entreprise pour lesquels vous payez montant de, mettons, 15 000 dirhams. Tant que la structure reste inchangée, le montant des charges fixes serait toujours de 15 000 dirhams, à raison de 5 000 pour un local. Mais si la structure change, et implique l'augmentation ou la diminution des locaux, cela se traduirait par une diminution ou une augmentation du montant des charges fixes. J'arrive à la fin de ce cours. Merci de votre attention.